Bonjour. Nous allons aujourd'hui parler d'une théorie à succès, la relativité générale, une théorie très célèbre, et on va voir pourquoi elle peut être considérée comme une théorie à succès, c'est-à-dire une théorie qui rend compte des phénomènes observables dans son champ d'application. La relativité générale est considérée quelquefois, à juste titre, comme peut-être la plus importante création intellectuelle qui ait jamais été réalisée par un seul homme, Albert Einstein. C'est une théorie qui a révolutionné notre vision de l'espace et du temps, notre compréhension de l'espace et du temps, et je dirais en apportant un cadre mathématique précis pour la description par les physiciens de l'espace et du temps, tout au moins à une échelle macroscopique. Et c'est une théorie qui a aussi modifié profondément notre perception familière de la force gravitationnelle qui, évidemment, dont les effets nous expérimentons les effets tous les jours dans la vie quotidienne. C'est une théorie qui a été écrite par Einstein en novembre 1915, c'est-à-dire que Einstein a publié un article où il a écrit les équations fondamentales du champ de gravitation en 1915, mais en fait, la genèse de cette théorie remonte 10 ans avant, à 1905, l'année dite miraculeuse d'Einstein, parce que cette année-là, Einstein a publié 3 articles très importants, dont un article qui donnait les fondations de ce qu'on appelle maintenant la relativité restreinte ou relativité einsteinienne. Alors, la relativité restreinte est en fait, bien que son nom ne l'indique pas, une théorie en fait plus générale. C'est une théorie qui s'applique à toutes les lois de la physique fondamentale, en disant que les lois fondamentales doivent satisfaire à un principe de relativité. On va essayer de décrire un petit peu ce que c'est que le principe de relativité plus tard. Ce principe de relativité, sous la forme qu'a donné Einstein et puis Lorentz et Poincaré, doit être satisfait par toutes les lois fondamentales de la physique. Et effectivement, à l'heure actuelle, la physique moderne incorpore les lois de la relativité restreinte pour la description de toutes les forces fondamentales en physique. La relativité générale est en fait une théorie d'une force particulière, la gravitation. On connaît actuellement 4 forces fondamentales dans la nature. Outre la gravitation, on connaît l'électromagnétisme, qui est décrite par une théorie qu'on appelle la théorie de Maxwell, qui avait unifié en son temps les lois de l'électricité et du magnétisme dans un ensemble de lois qu'on appelle les lois électromagnétiques et qui constituent une autre force fondamentale dans notre compréhension actuelle. Il y a 2 autres forces aussi qui ont été découvertes au XXe siècle et qui dont les domaines d'application, c'est la physique microscopique, la physique des particules, la physique des atomes. C'est ce qu'on appelle l'interaction forte et l'interaction faible. L'interaction forte, par exemple, est la force qui est responsable de la cohésion des neutrons et des protons dans les noyaux des atomes. Donc, la relativité générale est une théorie du champ de gravitation. Et c'est la théorie du champ de gravitation qui incorpore la relativité restreinte. La théorie de la relativité générale a remplacé la théorie précédente, la théorie de Newton, pour la description de la force gravitationnelle. Mais elle contient la théorie de Newton. Elle contient un paramètre qu'on appelle petit c, qui est la vitesse de la lumière. Et si vous supposez que la vitesse de la lumière est très très grande par rapport, ou si vous décrivez un système dont les vitesses sont très faibles par rapport à la vitesse de la lumière, eh bien vous pouvez montrer que vous retrouvez les lois de Newton. Donc la relativité générale a généralisé en quelque sorte les lois de Newton pour les rendre compatibles avec la relativité restreinte. Alors, on va parler des succès de cette théorie et disons, pour cet exposé, on va essayer peut-être de dire ce qu'on appellerait une théorie à succès en physique. Eh bien, une théorie à succès, c'est une théorie qui est d'abord prédictive. Pour avoir une bonne théorie, il faut que ce soit une théorie qui permette de faire des prédictions très précises.
quand on a une observation ou une expérience, le résultat d'une expérience, il faut que notre théorie soit capable de dire, ben voilà, le résultat de cette observation, ça doit être ça, avec une très grande précision, et on doit être capable, à partir des principes premiers de la théorie, de prédire le résultat de ces expériences ou de ces observations. Et on va voir que la relativité générale est une théorie extrêmement prédictive. Mais il y a aussi un autre aspect important dans le fait qu'une théorie soit bonne, une théorie physique importante, c'est que la théorie doit nous donner pour le résultat d'une expérience ou une observation une prédiction en quelque sorte unique. C'est-à-dire que si l'expérience est en désaccord avec la prédiction de la théorie, eh bien la théorie, on doit l'abandonner. C'est ce qu'on appelle quelquefois le fait qu'une théorie est falsifiable. On peut toujours, s'il y a une expérience qui ne marche pas avec cette théorie, eh bien la théorie, on l'abandonne, bien que même si c'est une très très belle théorie d'un point de vue conceptuel, eh bien la seule chose qui compte, c'est évidemment l'accord avec l'observation. Et de ce point de vue-là, nous allons voir que la relativité générale est une excellente théorie de la physique. Elle est très prédictive et elle est aussi falsifiable. Alors, pour construire une théorie comme la relativité générale, en fait, eh bien, on se base sur des principes. Et dans le cas de la relativité générale, on a deux principes qui sont les deux piliers de notre théorie. Il y a d'abord, comme on l'a dit, le principe de relativité sous la forme que lui a donné Einstein en 1905, le principe de relativité restreinte. Et puis on a aussi un autre principe qui s'appelle le principe d'équivalence et qui est lui un principe fondamental qui est lié à la force gravitationnelle. On va expliquer ce que c'est que le principe d'équivalence tout à l'heure. Donc on a des principes qui nous permettent, donc on écrit sous forme mathématique, et puis ces principes-là nous permettent d'écrire des équations pour notre théorie. Mais les principes qui sont là, que nous avons écrits mathématiquement, les physiciens ne les inventent pas, ils ne sortent pas comme ça d'un chapeau, ils viennent en fait des expériences. Donc il y a des expériences et des observations en astronomie qui sont réalisées, et puis les physiciens essayent d'interpréter ces expériences avec le minimum de principes le plus fondamentaux possible, et dans ce cas-là, eh bien, on a maintenant, pour expliquer toutes les expériences dans le domaine de la gravitation, on a pu avoir deux principes fondamentaux qui sont toujours considérés actuellement comme des principes fondamentaux en physique, et la théorie est basée là-dessus. Donc, comme toujours, les physiciens doivent rester modestes. En fait, ces principes n'ont pas été inventés par eux, disons, ce sont des résultats des expériences. C'est la nature qui nous force à énoncer des principes sur lesquels on peut baser nos théories. Et ces théories vont être prédictives, et on va pouvoir, avec ça, avoir des prédictions nouvelles pour de nouveaux phénomènes, etc. Et la science avance comme ça. Alors, on va donc essayer d'expliquer, je pense qu'on va essayer de comprendre ensemble un petit peu ce que c'est que la relativité générale, pourquoi on a pu écrire une théorie sous cette forme. Et on va tout d'abord considérer les expériences qui ont été réalisées pour arriver à cela. Et les expériences qui sont liées, qui ont conduit à la relativité, d'abord sous la forme restreinte, en 1905, il y a eu de nombreuses expériences, mais simplement je vais vous décrire un petit peu l'expérience la plus célèbre, qui est l'expérience qu'on appelle de Michelson et Morley, à la fin du XIXe siècle. Dans toute la physique pré-einsteinienne, eh bien, on considère que il y a eu beaucoup de discussions à propos de ce qu'on appelle l'espace absolu. Dans la physique, notamment la physique de l'électromagnétisme, qui est donnée par les lois de Maxwell, eh bien, on pensait que les lois de la physique, notamment les lois de Maxwell, eh bien, étaient valables en fait dans un système de référence particulier, qu'on appelle espace absolu. C'est en fait, ça revient aussi à l'espace absolu qu'avait introduit, et au temps absolu qu'avait introduit Newton dans les Principia. Et on pensait que la propagation de la lumière, qui découle donc de la théorie de Maxwell, eh bien, se passait dans l'espace absolu, supposé au repos, qu'on appelle quelquefois l'éther, et que donc la Terre se déplaçait dans l'éther. Et le but de l'expérience de Michelson et Morley avait été d'essayer de tenter de mesurer la vitesse de la Terre par rapport à cet espace absolu, par rapport à l'éther. L'éther étant supposé être un milieu présent partout dans l'espace,
Et puis, simplement, il allait pénétrer dans tous les corps, et les corps allaient se propager, se déplacer par rapport à l'éther. Alors, l'idée de l'expérience était très intéressante. C'était d'utiliser de la lumière. Donc, on allait utiliser une source de lumière. Et cette lumière, eh bien, on allait mesurer les temps de trajet qu'allait effectuer cette lumière. Donc, la lumière allait se propager avec une vitesse, c, dans l'espace absolu, par rapport à l'éther. Et puis, l'idée de l'expérience était de mesurer les temps de trajet de la lumière dans cet appareil qu'on appelle un interféromètre de Michelson. Donc, notre faisceau de lumière était émis, et puis là, on a ce qu'on appelle une lame biréfringente, c'est-à-dire un miroir qui est en fait semi-réfléchissant, qui laisse passer une partie de la lumière au travers du miroir, donc dans un premier bras, où elle va se réfléchir sur un miroir en bout de bras, et puis revenir après sur cette lame semi-réfléchissante. Et puis, une autre partie de la lumière, eh bien, aller se réfléchir sur le miroir et parcourir un autre bras, perpendiculaire au premier. Et puis, à la sortie, on allait observer la différence qu'il y a entre les deux faisceaux de lumière qui se sont propagés le long des deux directions perpendiculaires au bras. Alors, dans l'espace absolu, la vitesse de la lumière est petit c, est la même le long des deux bras, et si on suppose que les bras ont la même longueur, bien sûr, les deux faisceaux de lumière vont arriver au même instant, en quelque sorte. Les photons dont est constituée la lumière vont avoir le même temps de trajet dans les deux trajets, trajet 1 et trajet 2. Et puis, à la sortie, eh bien, on verra que la lumière est exactement en phase. Vous savez, la lumière, on l'a décrit par une onde, avec une certaine longueur d'onde, une petite onde là, et les deux trajets de lumière les deux ondes vont être exactement en phase. Vous voyez, les creux des vagues là, des ondes sont exactement en phase, et les maximums d'amplitude de l'onde sont aussi exactement en phase. Donc ça, c'est équivalent à dire que en fait, les temps de trajet sont les mêmes, et donc la différence des temps de trajet est égale à 0. Donc ça, c'est dans l'espace absolu. Alors maintenant, l'idée de l'expérience était d'essayer de tenter de se dire, finalement, nous, on est sur Terre, la Terre va avoir un mouvement par rapport à l'éther avec une certaine vitesse v, par exemple, la Terre a une vitesse de l'ordre de 30 km par seconde autour du Soleil. Le Soleil a un mouvement à une vitesse de l'ordre de 300 km par seconde autour du centre de la galaxie, etc. Le centre de la galaxie lui-même est en mouvement par rapport au centre de la mare de galaxies, etc. Et donc, on va essayer de voir ce qui se passe dans cette expérience si on est entraîné par la Terre dans son mouvement à vitesse v par rapport à l'éther. Alors là, un petit calcul de mécanique classique très simple nous dit que maintenant la situation change parce que la lumière, quand elle est émise par la source de lumière, eh bien, elle va tomber sur cette lame biréfringente, enfin semi-réfléchissante, pardon, et pendant le trajet de la lumière de là au miroir en bout de course, eh bien, le miroir, lui, il aura bougé à cause du mouvement de la Terre. Et donc, le trajet de la lumière va être ce trajet-là. Et puis, la lumière va retomber sur le miroir, la lame qui est au centre, là. Et pendant ce temps-là, pendant le temps de trajet à la vitesse c de la lumière, eh bien, cette lame aura bougé, etc. Et alors, si vous faites le calcul des temps de propagation dans les deux bras, eh bien, vous voyez qu'il est, à ce moment-là, pas tout à fait le même. Vous voyez que dans le deuxième trajet, eh bien, la lumière va partir de là et puis va aller au miroir en bout de course, mais celui-là a bougé pendant le temps de trajet. Et puis quand elle revient, la lumière, eh bien, le miroir sur lequel elle retombe, lui, il s'est avancé vers elle, et donc le trajet de retour a aussi changé, bougé. Et le temps de trajet n'est plus le même. Et vous pouvez vérifier, c'est un calcul très très simple, qu'en fait, la mécanique classique nous prédit qu'il y a un petit décalage de temps dans les temps d'arrivée des photons dans les deux trajets. Et donc, ça va se traduire par un petit décalage de phase de la lumière que l'on pourra mesurer par interférométrie. Et en fait, le calcul montre que ce décalage est directement donné par la vitesse de la Terre. Et donc, en mesurant ce décalage de phase, ou ce décalage temporel, on va pouvoir mesurer la vitesse de la Terre. C'était une idée tout à fait excitante. Et malheureusement, ou heureusement, eh bien, le résultat de l'expérience a été un résultat zéro. L'expérience de Michelson et Morley avait une précision qui était
suffisante pour mesurer des vitesses de la Terre de l'ordre du kilomètre par seconde. Comme on l'a dit, la vitesse de la Terre par rapport au Soleil est de l'ordre de 30 km par seconde. Donc c'était largement suffisant pour mesurer une telle vitesse, et pourtant le résultat expérimental est égal à 0. Alors, ça a été une expérience tout à fait importante et qui a conduit directement à la relativité restreinte. Alors, il y a eu beaucoup de tentatives pour expliquer cette expérience, notamment Lorentz ont proposé des modifications des longueurs des objets quand ils sont en mouvement par rapport à l'éther. Mais c'est Poincaré qui a remarqué qu'en fait, cette expérience nous montrait qu'en fait, eh bien, il y avait un principe qui était à l'œuvre là, et qui était un principe de relativité. Et qu'en fait, le principe de relativité allait nous dire que la vitesse de la Terre, on ne peut pas la mesurer, simplement parce que les lois de la physique doivent être les mêmes dans le référentiel de la Terre et dans le référentiel de l'éther qui est fixe. Et en fait, Lorentz et Poincaré avaient montré que les équations de Maxwell étaient invariantes lorsqu'on effectue certaines transformations, qui sont en fait les transformations qu'il y a entre le référentiel fixe et le référentiel de la Terre en mouvement. Le référentiel des étoiles fixes, pardon, et le référentiel de la Terre en mouvement. Et ces transformations qu'on appelle maintenant, elles forment un groupe qu'on appelle maintenant le groupe de Lorentz-Poincaré, quelquefois le groupe de Poincaré tout court. Et ces transformations, eh bien, quand on les a appliquées à la mécanique, ont permis de résoudre le problème. Et c'est Einstein qui a compris cela dans son article de 1905. Et comme conséquence de ces lois de transformation, qui nous disaient donc que les lois de la nature allaient être les mêmes dans le référentiel de la Terre ou dans le référentiel des étoiles fixes, eh bien, on avait des phénomènes tels que la modification de la longueur, la modification de l'espace. L'espace, en fait, apparaît comme contracté dans la direction du mouvement lorsque l'on fait des mesures dans l'espace fixe. Et c'est pour ça que j'ai représenté que la Terre est en mouvement, là. Mais vous voyez, elle est un petit peu aplatie. Elle est un petit peu comme un ballon de rugby, dans ce sens-là. Si on mesure sa taille par rapport à un référentiel fixe. Donc il y a un phénomène de contraction des longueurs. Et puis aussi, ces transformations montrent qu'il y a aussi une modification du temps. Le temps ne s'écoule pas de la même façon dans le référentiel de la Terre que dans le référentiel fixe des étoiles ou de l'éther. Et il y a la fameuse dilatation du temps. Le temps mesuré dans le référentiel des étoiles est plus grand que le temps qu'on appelle propre, qui est mesuré dans le référentiel en mouvement. Et ça conduit à des tas de choses intéressantes, comme par exemple le fameux paradoxe des jumeaux de Langevin, qui est le fait que si vous avez dans un voyage en fusée, eh bien, le temps s'écoule entre le démarrage de la fusée et le retour sur Terre, eh bien, il s'écoulera, le cosmonaute aura vécu moins longtemps de son temps propre que son jumeau resté sur Terre. Alors, donc voilà le premier principe fondamental. Et le deuxième principe fondamental, c'est ce qu'on appelle le principe d'équivalence. Et le principe d'équivalence, en fait, c'est le nom qu'on a donné à quelque chose que tout le monde connaît, qui est cette observation qui est due à Galilée et à d'autres avant lui. En fait, c'est une observation assez ancienne, que dans un champ de gravitation, donc là on a quelque chose, un principe qui va s'appliquer à la force gravitationnelle elle-même, dans un champ de gravitation donné, comme le champ de la Terre, eh bien c'est l'observation que tous les corps tombent avec la même accélération, tombent en même temps dans le champ de la Terre, quelle que soit la nature du corps. Donc vous savez, c'est l'expérience très célèbre qu'on voit qu'on fait à l'école. On prend un tube et on fait le vide dans le tube, c'est-à-dire on enlève l'air, et donc on enlèvera la résistance atmosphérique dans le tube. Et dans le tube, eh bien, on voit qu'une plume tombe exactement avec la même accélération qu'une bille de plomb. Et à condition initiale identique, bien sûr, les deux objets arrivent au sol exactement au même moment. Donc,
Bon, c'est quelque chose de fondamental. Et j'attire votre attention. Ce qui est important là, c'est que en fait, vous avez, ce sont les objets qui sont de composition différente, qui tombent exactement à la même accélération. Ce qui est important, c'est que 1 kg de plomb va tomber avec la même accélération qu'1 kg de bois. Le paradoxe, là, c'est que le plomb et le bois ont une constitution interne différente. Les atomes de plomb vont être très très différents des constituants du bois. Et malgré cela, eh bien, ils tombent avec une accélération différente. Donc, alors, en physique, on peut traduire ça par... on peut écrire quelque chose. En fait, en physique, on a deux types de masses. On peut définir deux types de masses. Il y a une masse qu'on appelle la masse inertielle, qui rentre dans la loi de la dynamique, qui nous dit qu'un corps qui est soumis à une force d'origine quelconque, F, eh bien, va être accéléré, et puis l'accélération va dépendre du corps en question, et puis il y a un coefficient qui dépend du corps qu'on appelle la masse. C'est ce qu'on appelle la masse inertielle. Puis d'autre part, vous pouvez définir un autre type de masse, qu'on appelle la masse gravitationnelle, qui est en fait l'analogue de la charge électrique. Si vous avez un corps qui est placé dans un champ de gravitation, petit g, eh bien, il va être soumis à une force gravitationnelle, et que cette force est proportionnelle au champ. Et le coefficient de proportionnalité, c'est la masse gravitationnelle. Eh bien, il se trouve, et c'est un mystère jusqu'à la relativité générale, que ces deux masses sont égales. Expérimentalement, eh bien, les deux masses sont égales, et donc l'accélération de tous les corps est égale simplement à l'accélération de la pesanteur, petit g, et la même pour tous les corps. Alors, ça, c'est quelque chose qui était incorporé à la main dans la théorie de Newton. Mais c'est Einstein qui, par des expériences de pensée, a montré que c'était quelque chose de tout à fait fondamental et que c'était possible que la masse, les deux quantités de masse qui sont là, soient les mêmes pour tous les corps, uniquement si la force gravitationnelle, en fait, n'était pas une force réelle. C'était un effet géométrique. C'est-à-dire que si tous les corps suivent la même trajectoire, ça veut dire que dans l'espace, il y a une famille particulière de trajectoires qui sont suivies par tous les corps, quels que soient ces corps. Et donc vous voyez que cette famille de trajectoires, qui sont des familles qu'on appelle de trajectoires inertielles, eh bien, nous définit quelque chose à propos de la géométrie de l'espace et du temps. Et Einstein a montré que dans le cas d'un champ de gravitation comme celui de la Terre, eh bien, les propriétés de l'espace et du temps, qui sont telles que ça marche, c'est-à-dire qu'on observe réellement l'égalité de la chute de tous les corps, eh bien, sont telles que l'espace et le temps doivent être courbés dans un sens très précis, qu'on va essayer de voir un petit peu plus tard. Alors, on peut vérifier cette égalité de la chute des corps par beaucoup d'expériences. Simplement, je vais mentionner celle-ci, on peut vérifier ça par simplement le mouvement, en observant le mouvement de la Lune. Alors là, j'ai dessiné la Terre, et puis la Lune qui tourne autour de la Terre, et le système Terre-Lune est en orbite autour du Soleil. Donc là, j'ai représenté des petites oreilles sur le Soleil, j'ai essayé de représenter des protubérances solaires, mais enfin, ça représente le Soleil. Donc on a le système Terre-Lune qui est en orbite autour du Soleil, et la Terre comme la Lune vont être accélérées vers le Soleil. Et si la Terre et la Lune ne tombent pas de la même façon dans le champ gravitationnel du Soleil, c'est-à-dire si on a une violation de cette égalité entre masse inertielle et masse gravitationnelle, c'est-à-dire une violation du principe d'équivalence, eh bien, vous allez avoir une petite accélération relative entre la Terre et la Lune dans le champ du Soleil. Et ça va avoir un effet observable. On va voir que la Lune, au lieu d'avoir un mouvement, par exemple, circulaire, eh bien, va avoir l'orbite de la Lune va avoir une petite polarisation dans la direction du Soleil. Et cette polarisation, il y aura un petit écart là, qui va être mesurable. Alors pour le mesurer, eh bien, en fait, il y a une technique qui est excellente, c'est qu'on mesure la distance de la Terre à la Lune à l'aide d'un laser. Vous savez que sur la Lune, eh bien, il y a des petits réflecteurs qui avaient été posés par les cosmonautes des sondes Apollo, qui permet d'envoyer de la lumière laser sur la Lune. On envoie plein de photons laser sur la Lune. On vise à l'aide d'un télescope le cratère sur lequel ont été déposés ces petits réflecteurs. Et parmi les photons qui sont émis, il y en a quelques-uns qui auront la chance de
rencontrer ce petit réflecteur sur la Lune. Et parmi eux, eh bien, il y en aura de nouveau une infime partie qui aura la chance de revenir exactement dans le télescope et d'être observée. Et on aura à ce moment-là mesuré le temps d'aller-retour de ces photons de la Terre à la Lune. Et donc, on en déduit la distance de la Lune avec une très bonne précision, qui est de l'ordre du centimètre actuellement, ou peut-être même un petit peu moins. Donc, on connaît la distance de la Lune de façon très précise. Cette distance, en fait, permet d'étudier plein d'effets. Le mouvement de la Lune, en fait, est très compliqué à cause, par exemple, des effets de marée entre la Terre et la Lune, de la constitution interne de la Lune qui par exemple, n'est pas égale à celle de la Terre, etc. Mais on peut essayer de voir si, dans ces données, eh bien, il y aurait un effet tel que ça, qui pourrait être interprété comme une violation du principe d'équivalence. Et on n'observe pas un tel effet, et donc on en déduit que le principe d'équivalence est vérifié à une précision très très bonne, qui est de l'ordre du 10-12, le millième de milliardième. Alors, d'après Einstein, dans les années 1910-1911, le principe d'équivalence nous dit que le champ de gravitation n'est pas une force comme les autres, mais est en fait un effet, une manifestation du fait que l'espace et le temps sont courbés. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, j'ai essayé, dans ce transparent, d'expliquer un petit peu ce que c'était que la courbure. Alors, bon, on a tous vu dans nos cours de lycée ce que c'était que la courbure d'une courbe. Si on a une courbe qui est dans un espace, dans un plan, une courbe, eh bien, on peut définir sa courbure en un point en disant que, eh bien, en ce point-là, on va avoir une droite tangente, la tangente, et on peut définir un cercle qui va être lui-même tangent à la tangente, en ce point, et c'est le cercle qui est en fait le plus proche de la courbe. C'est-à-dire la courbure du cercle est la plus proche de la courbure de cette ligne, de cette courbe. Donc il y a une façon mathématique de le faire. Eh bien, le rayon de ce cercle est ce qu'on appelle le rayon de courbure de la courbe, et l'inverse du rayon de courbure, c'est ce qu'on appelle la courbure. Donc vous voyez que plus la courbure est faible, plus le rayon du cercle va être grand, et plus la courbe tend à devenir plate, et donc la courbure de cette courbe tend à devenir zéro. Donc simplement, la courbure, c'est l'inverse du rayon de courbure. Alors si vous avez des espaces plus compliqués, par exemple une surface à 2 dimensions, qui va être plongée dans un espace à 3 dimensions, eh bien vous pouvez faire la même chose. Vous allez avoir un plan tangent en un point à la surface, et puis les mathématiciens peuvent vous définir 2 lignes préférentielles qu'on appelle les lignes principales qui passent par ce point, qui vont donc être tangentes au plan tangent en ce point. Et puis vous avez 2 petits cercles, là, les cercles osculateurs exactement comme ça, qui vous permettent de définir 2 notions de courbure, les 2 courbures principales d'une surface. Alors par exemple, vous avez ce cas particulier qui est amusant. Si vous avez ce qu'on appelle un point qui est comme un col, vous voyez un col de montagne. Vous allez arriver par le col, et puis vous pouvez aussi descendre par cette là, et vous arrivez au point qui est le col. On appelle ça aussi un point selle, parce que ça ressemble à une selle de cheval. Là, dans ce cas-là, eh bien, les 2 courbures principales sont opposées. La courbure, l'une des courbures est dirigée vers le haut et l'autre vers le bas. Et les 2, vous voyez, les 2 cercles sont, disons, presque orthogonaux l'un à l'autre. Bien. Donc voilà les notions de courbure. C'est ce qu'on appelle la courbure principale. Mais en fait, la notion de courbure que Einstein avait à l'idée, c'est en fait ce qu'on appelle c'est lié en fait à ce qu'on appelle la courbure gaussienne. Parce que c'est Gauss qui a le premier compris ce que c'était que la courbure qu'on appelle intrinsèque. Alors, c'est un mot qui dit que c'est la courbure qui va être mesurée par des observateurs qui vivent dans l'espace lui-même. Vous voyez que dans les dessins précédents, on mesurait la courbure d'une surface, mais on était plongé dans l'espace, on était dans un espace dans lequel la surface était plongée. Là, on va imaginer que nous sommes des petites fourmis qui sont astreints à vivre dans cet espace à 2 dimensions, qui est là, et puis on n'a pas d'autre possibilité que de faire des mesures dans notre espace à 2 dimensions. Et Gauss a montré qu'en fait, à ce moment-là, on
on ne peut pas déterminer toute la courbure, c'est-à-dire les deux courbures principales précédentes, mais en fait une seule composante de la courbure, qu'on appelle la courbure gaussienne, ou courbure intrinsèque. Alors, nos petites fourmis, par exemple, vont décrire un cercle dans leur espace, et puis elles vont mesurer le rayon de ce cercle. Et puis, elles vont tenter de mesurer, le rapport du périmètre du cercle au rayon. Eh bien, ce rapport ne va pas être égal à 2π, mais en fait sera modifié. Et puis la modification montrera à nos petites fourmis qui vivent là qu'elles vivent dans un espace qui est courbé. Et Gauss a montré qu'en fait la courbure que les petites fourmis vont mesurer, c'est en fait le produit des deux courbures principales de tout à l'heure. Les deux courbures principales qui étaient, je vous l'avais montré là, qui étaient liées aux deux cercles principaux de la surface, et ces deux courbures principales qui étaient mesurées par nous vivant dans l'espace à 3 dimensions et voyant notre surface là plongée dans notre espace. Et bien là, pour les fourmis, elles ne peuvent mesurer qu'une certaine composante de ces courbures qui est en fait le produit. Elles n'ont pas accès aux courbures principales elles-mêmes, mais uniquement à leur produit. C'est ce qu'on appelle la courbure gaussienne. Alors ça, c'était un résultat très important que Gauss avait appelé théorema egregium, pour dire que c'était un résultat qui sortait de l'ordinaire. Et il a demandé à Riemann, qui était son étudiant, de généraliser ça à des espaces de dimension n. Et Riemann a montré qu'en fait, la courbure de Gauss, pour des espaces de dimension n, est entièrement décrite par un objet compliqué, qu'on appelle grand R pour Riemann. Et puis, il y a des indices là, on ne va pas rentrer, on ne va pas expliquer ça, mais enfin, ce n'est pas grave. C'est un objet qu'on appelle ça, qu'on appelle un tenseur. Et cet objet nous décrit complètement les propriétés de courbure que nous, habitants de cet espace, vont pouvoir mesurer. Mais indépendamment d'un espace dans lequel notre espace à nous pourrait être plongé. Par exemple, si notre espace à 3 dimensions, s'il était plongé dans un espace à n dimensions, eh bien, on n'aurait pas accès aux propriétés de courbure de cet espace, de notre espace dans l'espace à n dimensions, mais seulement à une certaine composante, qui est la composante qu'on appelle intrinsèque, qui a été écrite par cet objet. Et c'est Einstein en 1915, donc, après avoir compris que le principe d'équivalence nous dit que l'espace-temps doit être courbé, eh bien, il a appliqué la géométrie riemannienne à la gravitation, et il a pu écrire les équations d'Einstein en 1915, dans lequel, vous voyez, là, il y a une quantité qui est liée à cet objet, donc il y a une quantité géométrique qu'on appelle le tenseur d'Einstein, qui est formé à partir d'autres tenseurs et lié au tenseur de Riemann. Et ce sont les équations fondamentales du champ gravitationnel qui vous disent que doit être la courbure de l'espace, étant donné la matière. Dans le membre de droite, là, vous avez un T qui représente la matière. Alors, Einstein qui, vous savez, dans ses études n'était pas très fort, ou tout au moins très motivé pour les mathématiques pures. Il avait un petit peu dans l'idée que la rigueur des mathématiciens n'était pas importante pour décrire, pour la physique. Eh bien, il a été aidé par son ami et collègue mathématicien Marcel Grossmann, qui lui a expliqué tout ce que les mathématiciens, dont Riemann, avaient fait sur la géométrie de l'espace courbe, et ce qui a permis à Einstein de décrire les équations d'Einstein, et de reconnaître à ce moment-là la puissance des mathématiques, disons, pour écrire une loi de la physique. Alors, on a donc la vision d'un espace-temps courbe, qui est l'espace-temps de la relativité générale. Et cet espace-temps est courbé par la présence des objets, des corps. Donc voilà une image un petit peu de l'espace-temps de la relativité générale. On a des masses, des corps massifs, le Soleil, la Terre, qui courbent l'espace-temps en leur voisinage. La Terre, par exemple, et puis la Terre va tourner autour du Soleil parce que, simplement, elle tend à décrire une ligne droite dans un espace-temps courbe qui est engendré par la masse du Soleil. Et c'est ça qui nous explique les mouvements des planètes. Et puis, vous allez avoir dans cet espace, si la masse est très concentrée, eh bien, on a ce qu'on appelle des trous noirs. On ne va peut-être pas discuter trop des trous noirs dans cet exposé, sauf si on a le temps à la fin. Et puis, vous avez aussi beaucoup de choses. Vous avez dans cet espace des ondes électromagnétiques qui vont se déplacer, qui vont suivre ce qu'on appelle les cônes de lumière, qui, comme la vitesse de la lumière est toujours la même, eh bien, en fait, il y a une structure géométrique qui est associée à ce déplacement de la lumière. Ce qu'on appelle, la lumière est astreinte, est toujours tangente à certaines
cônes à certaines surfaces qui ont des formes de cônes, etc. Et puis cet espace-temps, comme les corps se déplacent, eh bien, il bouge au cours du temps, il fait des vagues, et ces vagues engendrent des ondes gravitationnelles, qui, elles, se déplacent aussi à la vitesse de la lumière. Et ça incorpore les lois de la relativité restreinte, parce que vous avez cette espèce de structure géométrique, là, des cônes de lumière. En tout point, eh bien, vous retrouvez la relativité restreinte. Si vous êtes à un point donné, dans un voisinage petit de ce point, vous retrouverez les lois de la relativité restreinte, et donc toutes les autres lois de la physique. Donc voilà un petit peu la vision que l'on peut avoir de l'espace et du temps tel qu'il est donné par la relativité générale. Alors ça c'est une théorie très belle, mais bien sûr elle n'a de sens que si elle est validée par les expériences. Et donc on en arrive un petit peu à pourquoi la relativité générale, comment la relativité générale a réussi à expliquer les résultats d'expérience. Alors là voilà un transparent qui nous donne deux tests qui ont été faits dans les premiers temps de la relativité générale, mais qui sont très intéressants. L'un, c'est le test de la déviation de la lumière par un corps massif, le Soleil. Si on a de la lumière, des photons qui viennent d'une étoile ou d'un quasar lointain, et qui rasent la surface du Soleil, eh bien, la trajectoire de la lumière est déviée par un certain angle, qui est là nettement exagéré dans ce dessin, parce qu'il vaut en fait 1,75 secondes d'arc, donc un angle très petit, hein, étant donné la masse du Soleil, le rayon du Soleil, etc. Et c'est une prédiction de la relativité générale qui a été vérifiée dans les premiers temps de la théorie par Eddington en 1919, lors d'une observation d'une éclipse solaire. Et dès 1919, c'est ça qui a rendu Newton célèbre, eh bien, on avait donc mesuré cette valeur et on avait invalidé donc la théorie précédente, la théorie de Newton. La théorie de Newton, en fait, vous pouvez montrer qu'elle prévoit l'angle, la moitié de déviation. Il y a une déviation de la lumière chez Newton, hein, c'était c'est un fait. Enfin, disons, ça avait été connu avant. Et l'angle prévu par la théorie de Newton est la moitié. Et ce qui a été observé, c'est bien la valeur prévue par la relativité générale. Il y a un autre test qui est peut-être encore plus intéressant, qui est, et historiquement en plus, qui est ce qu'on appelle le test de l'avance du périastre de la planète Mercure. Quand on observe la planète Mercure, vous savez que Mercure est la planète la plus proche du Soleil, eh bien, d'après les lois de Kepler, Mercure, comme les autres planètes, décrivent en première approximation une ellipse, qu'on appelle ellipse keplérienne. Mais il se trouve qu'on observe que le grand axe de l'ellipse tourne au cours du temps, légèrement au cours du temps. Alors ça, pour un physicien du 19e siècle, c'est pas surprenant, parce que il va y avoir des perturbations qui sont engendrées par les autres planètes, notamment Vénus, qui est la planète la plus proche de Mercure, et puis Jupiter, qui est la planète la plus massive du système solaire. Donc, par la théorie newtonienne, au 19e siècle, eh bien, les gens étaient capables de prévoir les effets des autres planètes sur le mouvement de Mercure, qui n'allait donc plus être exactement une ellipse de type Kepler, à cause de ces perturbations. Et Le Verrier, à l'Observatoire de Paris, un an avant sa fameuse découverte de la planète Neptune par le calcul des perturbations qu'elle engendre sur Uranus, vous connaissez, je pense, l'histoire célèbre, eh bien, un an avant, avait en fait fait un travail tout aussi important, qui avait été de calculer toutes les perturbations en théorie de Newton du mouvement de Mercure, dû à Vénus et à Jupiter. Et il avait obtenu une valeur pour le déplacement du grand axe de la planète Mercure au cours du temps, qui est donc de l'ordre de 530 secondes d'arc par siècle. Ce n'est pas beaucoup, mais c'était largement suffisant pour être comparé, pour être observé. Et déjà à l'époque, eh bien, les observateurs avaient vérifié que le déplacement de Mercure n'est en fait pas de 530 secondes d'arc par siècle, mais de 575 secondes d'arc par siècle d'après les observations. Et la première chose, alors ça c'était quelque chose qui était très connu, c'était un mystère que les gens expliquaient généralement par la présence de matière supplémentaire entre le Soleil et Mercure, par exemple la présence d'un anneau de matière dans l'écliptique autour du Soleil, ou quelquefois aussi les gens avaient invoqué l'existence d'une planète qui existerait entre Mercure, qui serait plus proche du Soleil que Mercure, et une planète que Le Verrier avait appelée Vulcain.
Mais en fait, toutes ces explications n'avaient pas marché. Finalement, on n'avait jamais découvert cette planète Vulcain. Et Einstein était bien au courant de ce problème. Et la première chose qu'il a fait en 1915 avec les équations de la relativité générale, ça a été de calculer le mouvement relativiste d'une planète, et notamment la première correction relativiste au mouvement keplérien d'une ellipse sur une ellipse. Et il a trouvé qu'il y a une précession supplémentaire de l'ordre de 43, égale à 43 secondes d'arc par siècle, qui doit se rajouter uniquement à l'aide des effets, à cause des effets relativistes. Et donc, on avait à ce moment-là un accord parfait avec les observations. Et là, j'ai une autre petite anecdote qui ressemble tout à fait à l'anecdote avec les mathématiciens. Einstein, qui ne croyait pas en l'intérêt de la rigueur mathématique et qui a dû reconnaître la puissance des mathématiques après avoir utilisé la géométrie riemannienne pour les équations d'Einstein. Einstein a reconnu qu'avant, il avait un petit mépris pour les astronomes qui font de l'astronomie de précision, qui cherchent à mesurer des effets de précession des planètes avec une très grande précision et qui arrivent à les observer. C'est des chiffres tout à fait petits, c'est en secondes d'arc. Ils arrivent à mesurer ça. Et Einstein, après ça, a reconnu que toute l'importance de l'astronomie de précision qui permet, en observant des petits effets, disons, de découvrir finalement, parce que les astronomes avaient finalement découvert observationnellement cet effet relativiste quelques 60 ans avant la relativité générale. Alors, on va peut-être maintenant aborder des tests et des succès plus récents de la relativité générale, et qui sont liés, qui sont un petit peu dans le droit chemin de ces tests précédents dans le système solaire, parce qu'ils sont liés à ce qu'on appelle la mécanique céleste, mais plus cette fois d'objets dans le système solaire, mais d'objets de systèmes d'étoiles, ou d'étoiles à neutrons ou de trous noirs, qui pourraient être dans notre galaxie ou dans d'autres galaxies. Alors, on va parler d'un test très célèbre de la relativité générale qui est ce qu'on appelle le test du pulsar binaire. Le pulsar binaire a été découvert par Hulse et Taylor en 1974, et c'est un système extrêmement intéressant. C'est un système qui est dans notre galaxie, à peu près 8000 parsecs de distance de nous. Et c'est un système qui est composé, en fait, qu'on observe, parce que c'est un système double, et on l'observe parce qu'une des composantes de ce système double est ce qu'on appelle un pulsar. C'est ce qu'on appelle le pulsar binaire. Alors, un pulsar, que j'ai essayé de dessiner là, est une étoile qu'on appelle gravitationnellement condensée, c'est-à-dire une étoile qui est compacte. C'est une étoile qui a une taille très petite, de l'ordre de, mettons, 10 km de rayon. Donc c'est une étoile qui a à peu près la taille de l'agglomération parisienne. Et elle est faite entièrement, ou presque entièrement, de neutrons, ou en grande partie, en majorité, de neutrons. Et concentrée dans cette taille-là, relativement petite, eh bien, on a une masse très importante qui est de l'ordre de la masse du Soleil. Donc il faut imaginer la masse du Soleil. Le Soleil fait à peu près 700 000 km de diamètre, qui est concentrée en fait dans une sphère qui est de l'ordre de 10 à 20 km de diamètre. Et cette matière est faite uniquement sous forme de neutrons, qui est une des particules fondamentales du noyau des atomes. Donc en fait, une étoile à neutrons, c'est en fait un énorme noyau d'atomes qui a une dizaine de kilomètres de rayon, une densité donc très forte, qui est d'à peu près équivalente à la densité de la matière nucléaire, c'est-à-dire la densité à l'intérieur des noyaux des atomes. Alors c'est une étoile qui est, on peut montrer, donc les étoiles à neutrons ont été découvertes dans les années 60, et justement parce qu'on les voit sous la forme de pulsars, et ces étoiles tournent sur elles-mêmes, et elles ont, donc il y a un axe de rotation, qui est là, et en plus ces étoiles sont magnétisées. Elles ont un champ magnétique. Et là, j'ai représenté ce qu'on appelle le dipôle magnétique. Vous voyez, les lignes de champ magnétique autour de l'étoile forment cette forme classique qui est la même en fait que celle pour le champ magnétique terrestre.
Et dans l'axe du dipôle, eh bien, il se trouve que vous avez des tas de mécanismes en jeu. Vous avez extraction d'électrons à la surface de l'étoile à neutrons. L'étoile à neutrons est faite de neutrons et aussi il y a des pincées d'électrons et de protons. Et ces électrons vont être arrachés de la surface par des champs électriques et puis accélérés le long des lignes de champs magnétiques. Et puis finalement, ils vont émettre des photons. Et ces photons, on va les observer en radio sur Terre, qui est là, qui est elle-même en orbite autour du Soleil. Alors, comme l'étoile tourne et que l'axe du champ magnétique n'est pas exactement le même que l'axe de rotation de l'étoile, eh bien, vous voyez, il y a un effet de phare, et puis on observe les pulses radio périodiquement, et c'est à la période de la rotation d'étoiles à neutrons sur elle-même, qui est là, dans le cas de ce pulsar, de l'ordre de 59 millisecondes. Alors, comme donc là, on connaissait beaucoup d'étoiles à neutrons, mais ce que Hulse et Taylor ont immédiatement remarqué, c'est que les temps d'arrivée de ces pulses radio sont déplacés régulièrement par rapport à ce que l'on pourrait s'attendre si l'étoile était isolée. Et ça, c'est simplement, et ils l'ont compris tout de suite, que cette étoile est en fait en rotation, en mouvement, autour d'une autre étoile, qu'on ne voit pas. Et alors ils ont mesuré immédiatement qu'en fait, la taille de l'orbite est en fait assez faible. Elle tiendrait dans le Soleil. Vous voyez, c'est à peu près 1 million de kilomètres. 1 million de kilomètres pour la taille de l'orbite. Donc elle tiendrait dans le Soleil. Eh bien, comme ce mouvement est en fait assez rapproché, eh bien, il se trouve que l'autre étoile ne peut pas être une étoile normale. Et on sait maintenant que c'est en fait une autre étoile à neutrons. Simplement, c'est une étoile qui pourrait être un pulsar, mais elle n'émet pas de pulse dans la direction de la Terre, donc on ne la voit pas, mais c'est certainement une autre étoile à neutrons. Donc on a un système très intéressant parce que c'est une étoile concentrée, donc qu'on pourra décrire comme un point décrit uniquement par sa masse, en quelque sorte. On peut montrer qu'on peut négliger tous les effets du champ magnétique, etc., qui est en mouvement très relativiste, c'est-à-dire à très grande vitesse. Là, la vitesse du pulsar autour de son compagnon est de l'ordre de 300 km par seconde, 10 fois plus que le mouvement de la Terre autour du Soleil. Et la période du mouvement est de l'ordre de 7 à 8 heures, donc c'est très rapide. Et donc on a un système idéal pour tester la gravitation relativiste. Alors, Hulse et Taylor ont immédiatement vérifié que, eh bien, il y a des effets de précession du demi-grand axe du système binaire comme pour Mercure. C'est-à-dire c'est exactement la même chose que pour le déplacement du périhélie de la planète Mercure. Vous voyez ce déplacement delta. Mais dans le cas du pulsar binaire, au lieu d'être de 43 secondes d'arc par siècle pour Mercure, c'est beaucoup plus grand et c'est de l'ordre de 40 degrés, non pas par siècle, mais par an. Donc vous voyez, il y a un mouvement relativiste très important et une précession importante du périhélie de Mercure. Et puis vous avez aussi des tas d'autres effets relativistes qui ont été prouvés être complètement en accord avec les prédictions de la relativité générale au niveau à peu près 10-3, 10-4, le millième ou le 10 millième de la prédiction de la relativité générale. Mais en fait, le test le plus important qu'on a pu faire avec le pulsar binaire concerne l'émission du rayonnement gravitationnel par ce système. Alors, on reprend notre schéma de l'espace-temps de la relativité générale, qui est un espace-temps courbe et qui est courbé par la présence des corps massifs. Et bien sûr, plus les corps sont massifs et plus ils sont concentrés sur eux-mêmes, comme des étoiles à neutrons, et plus la courbure au voisinage des corps est importante, et plus les corps sont relativistes, c'est-à-dire ont des vitesses importantes, et plus les vagues disons dans l'espace-temps qui vont être engendrées par ces déplacements vont être importantes et plus les ondes gravitationnelles qui sont émises vont être importantes. Alors c'est ça qui a pu être testé avec le pulsar binaire. Et donc on a les deux étoiles à neutrons qui sont donc sur une orbite très relativiste l'une autour de l'autre. Et le mouvement orbital de ces deux étoiles, l'une autour de l'autre, eh bien, engendre des ondes, les ondes gravitationnelles, qui sont en fait des ondes avec une très grande période, puisque en fait la période est directement liée à la propagation de l'onde gravitationnelle qui est à la vitesse de la lumière pendant à peu près 8 heures. Donc pendant à peu près 8 heures, une onde à la vitesse de la lumière se
se déplace d'à peu près 50 fois la distance Terre-Soleil, ce qu'on appelle 50 unités astronomiques, peu importe. Et ce sont ces ondes-là qui ont pu être observées sur la dynamique, c'est-à-dire sur le mouvement de ces étoiles. En effet, si vous avez une onde gravitationnelle qui est émise par un système comme ça, eh bien, d'après la relativité générale, vous allez avoir une perte. Cette onde gravitationnelle va emporter un petit peu d'énergie au système. Et donc, les deux étoiles vont légèrement ralentir un petit peu sur leur orbite, très légèrement. Et la période du système, c'est-à-dire grand P, la période qui est de l'ordre de 8 heures, va légèrement diminuer au cours du temps. Alors, on peut faire un calcul en relativité générale et obtenir quelle est la variation de la période orbitale au cours du temps, c'est-à-dire ce qu'on va appeler la dérivée de la période par rapport au temps. C'est en fait le décroissement de la période mesuré en secondes, toutes les secondes, si vous voulez. Donc ça, c'est un nombre sans dimension. C'est une seconde par des secondes. Enfin, ça va être en unité de seconde par seconde, un nombre sans dimension. Et si le calcul en relativité générale nous donne une certaine formule théorique qui va dépendre, bien sûr, des caractéristiques du système, les masses des deux corps, donc là, masse du pulsar, masse du compagnon, que j'ai appelé MP et MC, là dans la formule. Le petit e qui est là, c'est l'excentricité de l'orbite. Vous voyez, l'orbite n'est pas circulaire, ça va être une ellipse en première approximation de type Kepler avec une excentricité. Et E, c'est l'excentricité. Vous voyez, il y a un facteur qui dépend de l'excentricité qui est assez bizarre, mais qui est comme ça. Et puis, vous avez d'autres valeurs. Vous avez la période du système qui est de l'ordre de 8 heures. Et puis là, bien sûr, vous avez les constantes fondamentales. G, la constante de gravitation, la constante de Newton, et puis petit c, la vitesse de la lumière. Et cette formule théorique, basée donc sur un calcul théorique en relativité, eh bien, nous donne une valeur pour cette décroissance de la période qui, vous voyez, est toute petite, 10-12 secondes par seconde. Toutes les secondes, d'après la relativité générale, la période du système doit décroître de 10-12 secondes, 1 millième de milliardième de seconde. Et ça, c'est exactement ce qui est observé par Taylor et ses collaborateurs, et donc un test très important de la théorie. Alors, peut-être que dans les quelques minutes qui me restent, je vais décrire un petit peu des tests que l'on attend encore plus précis de la relativité générale et qui, en fait, sont tout à fait dans la continuation du test précédent. Je vais peut-être juste reprendre notre système. Là, on a notre pulsar binaire qui est formé donc, de ces deux étoiles dont la distance entre les deux étoiles est de l'ordre du million de kilomètres. Mais petit à petit, ces deux étoiles perdent de l'énergie par rayonnement gravitationnel. Et donc, elles se rapprochent l'une de l'autre, leur période orbitale diminue et leur mouvement s'accélère. Et à la fin, eh bien, quand les deux étoiles vont tomber l'une sur l'autre, elles vont être extrêmement rapprochées l'une sur l'autre et puis elles vont décrire des milliers ou en fait des dizaines de milliers d'orbites à des vitesses très relativistes, proches de celles de la lumière. Donc là, j'ai décrit ces deux étoiles qui orbitent très très rapidement en quelques secondes plusieurs milliers d'orbites, ou quelques secondes ou quelques minutes. Et ces deux étoiles vont finir par fusionner l'une sur l'autre et tomber l'une sur l'autre et former un trou noir en fait. On peut montrer que si vous avez deux étoiles à neutrons, la masse est suffisante pour qu'à la fin, l'objet qu'elles vont former quand elles vont fusionner l'une sur l'autre soit un trou noir. Et dans les dernières minutes ou secondes de ce phénomène, eh bien, il y aura beaucoup d'ondes gravitationnelles qui vont être émises et on espère observer ce rayonnement gravitationnel directement sur Terre. Alors, il y a des expériences qui commencent actuellement à prendre des données et qui vont essayer d'observer le rayonnement gravitationnel qui est émis par ces objets lorsqu'ils commencent ils fusionnent l'un sur l'autre. Donc ça ne sera pas le cas évidemment du pulsar binaire, puisque le pulsar binaire, lui, il fusionnera avec son compagnon dans quelques centaines de millions d'années, mais on s'attend à ce qu'il y ait beaucoup d'autres systèmes comme le pulsar binaire dans l'univers et dans toutes les galaxies autour de nous. Et statistiquement, on sait qu'il doit se passer quelques événements de ces fusions d'étoiles à neutrons ou de trous noirs pour former un seul trou noir et émission d'ondes gravitationnelles. Il devrait y avoir quelques événements par an
qui seraient détectables par les expériences en cours. Alors, voilà le principe de ces expériences. En fait, on a déjà expliqué ce que c'était que le principe, parce que en fait, ce sont des expériences qui sont des interféromètres de Michelson, comme dans l'expérience de Michelson et Morley du début. Le principe est le même, sauf que, bien sûr, on va utiliser des lasers qui n'étaient pas connus du temps de Michelson, mais on envoie de la lumière laser sur une lame séparatrice, un miroir semi-réfléchissant, et puis on va envoyer de la lumière laser dans deux bras perpendiculaires. Et puis il y a des miroirs en bout de course. Bon, disons, on utilise ce qu'on appelle dans le jargon des cavités. Il y a certaines cavités spéciales qu'on appelle Fabry-Pérot. Enfin, disons, on ne va pas rentrer peut-être dans les détails de l'expérience elle-même, mais simplement le principe est le même que chez Michelson. On a deux ondes qui parcourent deux trajets perpendiculaires là et qui se recombinent à la sortie, et on observe des modifications. On essaye de détecter des temps de trajet différents en quelque sorte. Et on le fait par interférométrie. On mesure, on compare les phases des deux faisceaux de lumière à la sortie. Et s'il y a une onde gravitationnelle qui passe, mettons qui va arriver perpendiculairement là au mur qui va arriver sur le détecteur, vous pouvez montrer qu'à ce moment-là, la longueur des bras est modifiée. C'est en fait lié à ce qu'on avait vu au début, c'est une conséquence de la relativité. Les longueurs, l'espace est modifié par les champs de gravitation. Le temps aussi, bien sûr, mais là, ça se traduit par un déplacement, une modification de la longueur des bras qui va osciller à la fréquence de l'onde gravitationnelle. Et c'est ce déplacement qui fera que les deux trajets optiques dans les deux bras sont différents et on observera un déphasage à la sortie de l'instrument, et qui sera donc exactement le signal d'une onde gravitationnelle. Alors, reprenons un petit peu notre système qui est là. On va avoir donc nos deux étoiles à neutrons, ou nos deux trous noirs. Ça peut être des trous noirs avec des masses stellaires, par exemple, de quelques, mettons, une vingtaine de masses solaires, donc c'est comme des systèmes très très massifs, qui vont tomber l'un sur l'autre, et typiquement en quelques secondes, en 3 secondes, vous voyez, en 3 secondes avant la coalescence finale, la fusion finale, eh bien les deux étoiles sont à une distance de 100 km. Et puis, 3 secondes après, elles forment un trou noir. Donc c'est vraiment un phénomène, disons, important, qui émet beaucoup d'ondes gravitationnelles. Et puis, à la fin, eh bien, le trou noir qui est formé, eh bien, il va se stabiliser petit à petit. Il va encore émettre des ondes de façon à ce que devenir un trou noir, en quelque sorte, disons, qui ne rayonne plus, qu'on appelle trou noir en rotation. C'est un trou noir en rotation qu'on appelle trou noir de Kerr, mais c'est pas... ce qu'on va observer, ce que les détecteurs vont observer, c'est en fait la phase qui est avant, là où les deux étoiles s'accélèrent à des vitesses très très importantes, de l'ordre de la vitesse, en fait, la moitié de la vitesse de la lumière quand on arrive à ce qu'on appelle la dernière orbite que j'ai représentée là. En fait, la vitesse est égale à la moitié de la vitesse de la lumière. Et les ondes gravitationnelles qui vont être émises à ce moment-là devraient être détectées par les expériences. Alors, la forme d'une onde gravitationnelle émise est donnée par cela. Alors, une onde gravitationnelle, on la décrit par simplement un petit h de t, une fonction h de t qui dépend du temps. Le petit h, c'est en fait la mesure de combien l'espace-temps a été courbé par rapport à un espace-temps plat. Petit h de t, c'est en fait une mesure de la déformation de l'espace-temps. Comme on a vu, la gravitation, c'est une déformation de l'espace-temps. Les ondes gravitationnelles vont être donc des déformations qui se déplacent à la vitesse de la lumière, et elles sont décrites par une fonction qu'on appelle h de t. Et c'est ce h de t qui sera détecté par ces expériences. Donc j'ai oublié de dire leur nom, c'est LIGO aux États-Unis et puis Virgo qui se construit à Pise, qui est un projet franco-italien. Et puis il y a aussi d'autres expériences un peu moins grandes. Et j'ai oublié de dire aussi quelque chose d'important, mais qui va venir là. C'est que, vous voyez, le petit h de t qu'on va mesurer, en fait, c'est une modification de l'espace. Donc on va mesurer des variations relatives de la longueur des bras du détecteur. On va avoir un petit delta L sur L, une variation de la longueur des bras. Au lieu que les bras de l'interféromètre soient égaux à L, ils vont être égaux à L plus un delta L. Et le rapport de delta L sur L est une mesure directe de l'onde gravitationnelle petit h de t. Alors vous voyez que si on a un appareil dont les bras sont très très grands,
on va pouvoir mesurer un petit h très petit. Et comme le petit h qui est émis par ces systèmes est très petit, il faut des appareils très très grands. Et les détecteurs qui commencent actuellement à prendre des données, ont des L, là, de l'ordre de quelques kilomètres, 3 km pour Virgo, par exemple. Donc on a des très grandes expériences avec des bras de 3 km. Et on observe, on mesure ça par interférométrie avec des lasers qui vont parcourir les 3 km dans les deux sens dans l'expérience. Alors, le petit h de t, eh bien, reflète exactement la physique qu'on a vue pour le système. Les deux systèmes, les deux étoiles, les deux trous noirs ou les deux étoiles à neutrons tournent de plus en plus rapidement autour d'elles, émettent ce rayonnement gravitationnel qui donc oscille très très rapidement dans les derniers instants de la vie de ces systèmes. Et les oscillations, l'amplitude de ces oscillations augmente au cours du temps, puisque plus les étoiles sont proches l'une de l'autre et plus elles émettent du rayonnement gravitationnel, une intensité de plus en plus grande. Donc il y a une augmentation, vous voyez, de l'amplitude du signal importante au cours du temps. Et puis, comme le mouvement s'accélère, en fait, la fréquence du mouvement augmente au cours du temps. C'est voilà le signal caractéristique que l'on va rechercher. Alors en fait, là j'ai représenté une onde qui paraît un petit peu énorme, si vous voulez, mais en fait ces signaux caractéristiques d'ondes gravitationnelles vont être observés dans Virgo ou dans LIGO, dans ces expériences, et en fait sont extrêmement petits. C'est des amplitudes très très petites. On s'attend à ce que les déplacements de distance relative des bras, enfin de la taille de ces détecteurs, soient de l'ordre de 10-23 ou de 10-22 si vous voulez. Donc vraiment extrêmement petit. Donc en fait, ce petit h de t, il est tout petit. Et il va falloir le rechercher comme un peu une aiguille dans une botte de foin. Il va falloir rechercher des signaux qui ont cette forme dans des tas de bruits parasites dans l'expérience. Et en fait, l'amplitude de ces signaux, typiquement, va être à peu près 1/1000e de celui du bruit. Donc il va falloir rechercher ces signaux dans des tas d'autres bruits. Et ce qui nous sauve, c'est qu'en fait, la relativité générale est maintenant utilisée pour prévoir exactement la forme de ces signaux et pour donc retrouver ces signaux dans tous les bruits parasites à l'intérieur de l'expérience. Donc on va utiliser maintenant, peut-être c'est le message que je peux peut-être faire passer juste à la fin de cet exposé, c'est que maintenant on utilise la relativité générale, on l'a testé très bien dans le système solaire, dans le pulsar binaire, mais maintenant on l'utilise comme un outil pour faire de l'astrophysique, qui nous permet de retrouver des signaux comme ça, qui vont nous permettre d'étudier la physique de ces systèmes binaires et la formation de ces trous noirs, et aussi bien entendu, de vérifier, encore une fois, d'essayer de falsifier, encore une fois, la relativité générale et de vérifier que les ondes gravitationnelles qui sont émises sont bien les mêmes que celles qui sont prévues par la théorie. Voilà, je vais m'arrêter là, je vous remercie.